regarderai plus sur ce que l'isolement et ces lieux peuvent représenter. Donc la saga nous présente trois milieux qui sont complètement différents. On a Manhattan et ses tunnels, un bunker en Louisiane et une station spatiale, mais ils ont quand même en commun d'être sujets à l'isolement ou tout du moins à la notion d'enfermement et d'isolement. Ce sont des endroits qui sont clos ou limités, desquels on ne peut s'échapper facilement. C'est une notion qui est moins évidente au début dans le premier Cloverfield pour Manhattan, mais rapidement, on se rend compte qu'une fois privé de ses ponts, Manhattan se retrouve isolé et la seule façon pour les protagonistes de s'enfuir est de partir à bord d'un hélicoptère. Et on connaît la fin, Lorraine l'a évoqué. Cette importance des ponts et les symboles des ponts pour Manhattan est évoquée dans plusieurs fictions, donc ce n'est pas unique, mais ça permet de renforcer cette idée d'isolement. C'est plus évident dans 10 Cloverfield Lane, qui a une thématique survivaliste, avec ce bunker dans lequel on s'enferme pour survivre, un isolement salvateur qui ne nous est pas étranger en ce moment, malheureusement. Et enfin, la station spatiale dans Cloverfield Paradox, dont on ne peut sortir qu'équipé, protégé et dans un périmètre plus ou moins limité. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un lien entre le troisième et le deuxième volet de la saga, avec Michel qui se crée une tenue de cosmonaute pour pouvoir sortir du bunker en toute sécurité. Donc, j'avais l'impression que la saga jouait sur cette représentation de deux espaces distincts, celui qui est sécurisé et celui qui serait dangereux, et plus particulièrement sur le passage de l'un à l'autre, à la fois physiquement et symboliquement, car souvent on va insister à un effet d'inversement où le lieu qu'on pensait sécurisé devient un espace dangereux. Ce qui mène alors à une migration des personnages vers un endroit qu'ils espèrent hors de danger. Mais existe-t-il vraiment un tel lieu dans le Cloverfield Universe ? On peut en douter, puisque cette migration s'avère soit vaine, soit illusoire. Donc, dans le premier volet, après le désastre du pont de Brooklyn qui s'effondre, emmenant avec lui non seulement le drapeau américain, mais aussi accessoirement le frère de Rob, nos amis new-yorkais pensent à se mettre en sécurité en s'isolant dans les tunnels du métro pour rejoindre Bess. En effet, sous terre, ils sont non seulement à l'abri de la grosse bête, des effondrements et de la poussière des bâtiments qui ont une esthétique 11 septembre, mais aussi des tirs de l'armée. C'est une idée qui est aussi partagée par l'armée, car comme Lorraine l'a évoqué, ils y établissent leur QG et hôpitaux de fortune. Mais bien sûr, on se rend vite compte que ça reste des tunnels de métro et ce n'est pas si sécurisé que ça, puisqu'il y a une armée de bébés monstres qui sont logés dans les tunnels, prêts à leur sauter dessus. Il leur faut donc franchir de nouveau la limite entre le sous-sol et l'extérieur, qui sont finalement deux zones de danger. Une fois Bess retrouvée, il faut quitter Manhattan et ils se retrouvent confinés dans leur petite cabine d'hélicoptère. Et là, il y a un passage qui me plaît particulièrement pour son ironie, puisque à travers la caméra et la voix de Hud, qui exprime la joie et la reconnaissance de la puissance de feu américaine et qui pense que la bête a été neutralisée, elle les rattrape et puis ramène l'hélicoptère au sol. Ils ne sont donc épargnés ni sur terre, ni sous terre, ni même dans les airs. Aucun lieu n'est hors de danger et dans ce premier volet, la force de l'armée semble être totalement vaine pour sauver New York, puisqu'il semble même que l'attaque nucléaire sur Manhattan n'ait pas réussi à avoir la bête. Et rien ne nous dit non plus que Lily soit vraiment sauvée une fois évacuée, puisque on ne sait pas, peut-être que les bébés monstres ont pu dépasser le périmètre de Manhattan, parce qu'une fois la bande de la caméra terminée, nous ne savons plus rien. Et c'est sur ce manque d'informations que joue aussi le deuxième volet, 10 Cloverfield Lane. Donc dans ce deuxième volet, qui a été quand même très bien expliqué par Lorraine, on voit Michel qui fait ses valises
pour s'éloigner de son fiancé. Et le film s'ouvre sur un plan de pont qui pourrait faire le lien entre la ville qu'elle quitte et les routes de campagne qu'elle s'apprête à prendre pour s'enfuir, et où elle a ce fameux accident de voiture qui l'emmène dans le bunker d'Howard, endroit isolé de toute forme d'information à la fois pour elle et pour nous. Et les lieux sont immédiatement définis par Howard, qui annonce d'emblée qu'il lui a sauvé la vie en l'isolant dans le bunker, et qu'aucune forme de vie humaine n'a survécu et ne pourra survivre à l'extérieur de celui-ci, tout du moins dans l'immédiat. Donc c'est quelque chose qui est mis en place tout de suite par Howard, mais le doute s'installe quasiment immédiatement pour déterminer quand même l'espace sécurisé de l'espace dangereux, entre lesquels la frontière devient de plus en plus floue. C'est un suspense qui est entretenu jusqu'à la fin du film. Nous doutons avec Michel pour comprendre une nouvelle fois, et cette fois-ci avec certitude, qu'aucun lieu n'est sécurisé. Le bunker est menacé par un pédophile et meurtrier. Il y a quand même mieux pour passer des vacances dans un bunker. Et l'échappatoire à ce fou furieux est le terrain de jeu des aliens. Bon, néanmoins, j'ai l'impression que c'est le volet qui représente le plus d'espoir en l'humanité, car Michel arrive à franchir les frontières des différents espaces, bien qu'ils soient tous menaçants. Elle a fait le choix de suivre son instinct et de se battre pour survivre, et ce jusqu'au dernier plan où elle entend à la radio qu'ils ont besoin d'aide à Houston, alors qu'elle se dirige vers Bâton Rouge et elle fait marche arrière pour aider ses congénères. Donc elle sait qu'il n'y a plus de fuite possible, que tous les lieux sont dangereux. Elle doit s'y faire, s'adapter et surtout agir. Enfin, dans Cloverfield Paradox, on pourrait avoir deux isolements parallèles qui n'est peut-être pas évident dans une première vision du film, puisqu'on a l'isolement de l'équipage dans la station spatiale, évidemment, mais j'avais l'impression que l'esthétique terrestre dans laquelle on retrouve Michael, le mari d'Ava, est une esthétique d'isolement. Dès le début du film, le couple discute en voiture, donc non seulement ils sont restreints physiquement dans l'habitacle du véhicule, mais ils sont bloqués dans des bouchons, donc impossible de bouger. Ensuite, on voit souvent Michael qui est seul, cloîtré dans son bureau ou sa chambre, à regarder ce qu'il se passe par la fenêtre. Et enfin, on le retrouve dans le bunker dans lequel on espère être en sécurité avec la petite Molly. Et les seuls moments, au final, où on voit l'extérieur, où on voit des plans ouverts, c'est pour constater le désordre et les conséquences de la pénurie d'énergie et ou de la bête. Donc on a cette notion d'enfermement dans les deux plans, le plan terrestre et le plan spatial, et en plus de ça, un isolement psychologique qui, selon moi, est de plus en plus présent au fur et à mesure de l'avancée dans la saga. Donc, pour retourner dans notre station spatiale, qui est au départ un lieu effectivement isolé, mais tout à fait serein, puisque tout y est propre, hein, contrairement à la Terre, et tout y est contrôlé, des missions de l'équipage aux denrées alimentaires, tout du moins jusqu'à ce que l'accélérateur de particules s'emballe, créant une faille spatio-temporelle. Et une fois encore, on a un effet d'inversement de situation, puisque l'équipage se retrouve dans une autre dimension, voire même entre deux dimensions, on peut en douter parfois, les isolant de leur terre et permettant à la menace de s'insérer à l'intérieur de la station, hein, puisqu'elle s'insère déjà dans les murs de la station. Donc elle, vraiment, on voit qu'elle rentre et qu'elle s'insère dans la station. On comprend ensuite que la manipulation de l'équipage a créé le chaos sur leur terre. Et quand Hamilton pense pouvoir retourner chez elle en quittant l'espace, elle ne se doute pas qu'elle se dirige vers une plus grande menace, celle de la bête qui l'attend sous les nuages. Donc, la saga Cloverfield entretient l'illusion d'une issue possible, mais chaque lieu censé être hors de danger est finalement infecté par une menace humaine ou extraterrestre.
non seulement la valeur des espaces se retrouve inversée, ils ne sont plus salvateurs mais deviennent source du danger ou tout du moins d'un nouveau danger, mais on peut aussi souligner cette idée réitérée de frontières entre les espaces qui, une fois franchis, nous mettrait à l'abri d'un danger sur un territoire sain et sauf, alors que ça n'est pas le cas. Et nous, en tant que spectateurs, nous savons que franchir la frontière et sortir de l'isolement n'est pas la fin du problème, car le monstre est partout. Mais en tant que personne, on pourrait s'imaginer que nous aurions la même attitude, qui est celle de rechercher la sécurité ailleurs, bien qu'elle n'existe pas, ou plus, en tout cas dans la saga. Et donc, pour terminer et faire le lien un petit peu par rapport à notre situation actuelle, on pourrait éventuellement dire que la saga Cloverfield pourrait faire écho à ce qu'on vit en ce moment. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de personnes malades autour de moi, mais que ferions-nous si le virus venait à infecter notre petite bulle de confinement, notre maison et notre famille? Mais fort heureusement, nous ne vivons pas dans le Cloverfield Universe et je suis persuadée que nous nous en sortirons.